Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un sujet sensible, un sujet qui a traumatisé des générations entières de sériphiles. Beaucoup d'entre nous se sont vus confrontés à cette maladie grave, touchant chaque année les passionnés que nous sommes. Certains même ne s'en sont jamais relevés. T'en fais trop! Va te faire foutre! Afin de finir cette première saison de pilote sur une touche particulière, j'ai décidé de vous offrir un épisode ne respirant pas la joie de vivre. Un épisode rimant avec larmes, incompréhension et dépression. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce premier volet du hors-série. La vie d'une série est semée d'embûches, rien que de l'idée qui germe dans la petite tête perturbée de l'auteur à la diffusion du premier épisode. Environ 3,5 milliards de choses pas cool peuvent se produire, faisant du jour au lendemain capoter le projet. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qui se passe après, une fois que tout est installé. Car oui, au cas où vous ne le sauriez pas, le premier passage à l'antenne ne signifie pas victoire absolue. D'un moment à l'autre, la série peut se retrouver dans ce lieu étrange et angoissant, pétrifiant à lui seul les personnes sensibles que nous sommes, les limbes de l'annulation. Imaginez un peu, vous suivez des heures durant une intrigue passionnante, vous vous attachez à mort à des personnages de plus en plus complexes et profonds, l'attente se fait de plus en plus longue entre deux épisodes, poussant même certains d'entre vous à s'imaginer je ne sais quelle théorie farfelue, quand tout d'un coup, paf! Plus rien! Tu voulais voir la fin? Bah tant pis pour toi, c'est déjà fini. Injuste me dites-vous? Oui, certainement. Nous l'avons tous subi au moins une fois, et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce sentiment de frustration ultime, ne vous inquiétez pas, ça arrivera bien un jour. Même toi là-bas, tu verras, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Durant nos longues phases de dépression entrecoupées de moments de colères incontrôlables, on est amené à se poser encore et toujours la même question en boucle. Pourquoi, nom de Dieu, tout annulé? Tout était parfait, le scénario était cool, les personnages faisaient désormais partie de notre bande de potes, et les scénaristes étaient à deux doigts de changer la face du monde sériel. Alors pourquoi? Vous voulez un scoop? Le pognon. Oui, ça semble assez évident et puéril de dire ça, mais la qualité de l'œuvre n'y fait généralement pas grand chose. Une série qui marche pas, bah pour une production, c'est juste une série qui marche pas. Bonne ou mauvaise, sa diffusion sera écourtée dans une très grande majorité de cas. Et oui, mesdames, messieurs, nous sommes d'accord pour dire que nous vivons dans un monde de merde, mais finalement, comment que ça marche tout ça? Mais oui, Jamy! Le principe est simple. Sur les networks américains, donc les chaînes hertziennes gratuites accessibles à tout le monde aux États-Unis, je précise bien sur les networks américains car sur le câble ou même chez nous, le fonctionnement n'est pas exactement le même. Sur les networks, donc les revenus de la chaîne sont assurés par les annonceurs, la pub. Du coup, lorsqu'une chaîne achète une série à une boîte de production, c'est d'abord dans le but de créer une audience fidèle afin de fournir aux annonceurs un nombre suffisant de cerveaux de téléspectateurs disponibles pour les publicités diffusées pendant les pauses. Et évidemment, si l'audience n'est pas atteinte, la série est discrètement dégagée, parfois même en plein milieu de saison, quitte à foutre en l'air l'investissement, au profit d'un autre programme dans l'espoir que ce dernier attire plus de monde. Et quand je dis foutre en l'air l'investissement, c'est pas pour rien, car le modèle économique américain ne permet même pas aux chaînes de se rattraper sur les ventes de DVD et autres produits dérivés pour espérer limiter la casse. En gros, une série est vendue à perte par une boîte de production à une chaîne de télé, mais en échange, la boîte de production garde tous les droits d'exploitation de la série. Bref, tout ceci est passionnant, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur ce qui me semble être les premières victimes de ce système dégueulasse. Nous, car non, lorsqu'une annulation pointe le bout de son nez, c'est rarement sous couvert de l'autorisation des téléspectateurs devenus orphelins, et n'ayant que leur imagination pour finir une histoire commencée quelque temps plus tôt. Enfin bon bref, les annulations c'est jamais le bienvenu. Enfin rarement le bienvenu. Parce qu'il y en a certaines qui sont pas non plus... arrête tes chiens. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler de mes frustrations, des séries qui pour moi auraient mérité d'aller plus loin, mais qui sans prévenir personne et telle une gastro fulgurante, se sont fait violemment annuler. Et oui, je suis très très fier de cette comparaison dégueulasse. Un peu. Jim Profit travaille au sein de la multinationale Grassen & Grassen. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, mais on se rend très vite compte que Jim est une personne pleine d'ambition, capable de tout pour gravir les échelons. D'absolument tout. Du simple chantage à la manipulation psychologique en passant par plein d'autres trucs pas cool, la série dépeint un personnage vicieux, violent et particulièrement dérangé. Un exemple avec cette scène. Hey, Jimmy. Ah oui, effectivement, ouais. Jim Profit, pour vous donner une vague idée du personnage, c'est un peu le mélange de la manipulation de Frank Underwood dans House of Cards, accompagné des orientations sexuelles de Jamie Lannister, saupoudré des déviances psychologiques de Dexter, sans le côté attachant. Profit est une série excellente et à voir absolument. Mais, après de nombreuses critiques de la part d'un public profondément choqué par le côté malpensant de la série, la Fox est obligée de la déprogrammer avant même la fin de la première saison, forçant les téléspectateurs américains à se tourner vers les VHS, oui c'était des VHS à l'époque, pour avoir le fin mot de l'histoire. En fait, le principal défaut de la série est d'avoir été en avance sur son temps. Il est clair qu'aujourd'hui la série aurait fait un tabac, mais lorsqu'elle est sortie en 1996, je pense que le public n'était pas encore prêt à ça. Pourtant, elle a inspiré bon nombre de scénaristes par la suite, et vaut encore aujourd'hui largement le coup d'être matée. Et en plus, tout ceci tourne autour des nouvelles technologies. Des années 90.
À des années-lumière de Profit, Freak and Geeks nous propose de suivre la vie de l'adolescente Lindsay et de son petit frère Sam. Tous deux sont scolarisés dans le même bahut du Michigan au début des années 80. Et je vous jure que c'est moins con que ça en a l'air. La série se concentre sur les relations tendues entre d'un côté les amis de Lindsay, les freaks, les rebelles de l'époque plus intéressés par leur groupe de rock que par leurs études, et de l'autre les amis de Sam, les geeks, très doués en classe et passionnés de science-fiction. Enfin je vous jure que c'est moins con que ça en a l'air. Bon, comme vous n'avez pas l'air convaincu, je vais faire ça en 2 temps. Temps numéro 1. Freak and Geeks est d'abord très intéressante pour le contexte dans lequel elle tente de nous immerger. La série déborde de références pop en tout genre, que ce soit du côté des freaks avec les groupes de rock de l'époque, ou du côté geek à une époque où la science-fiction devenait de plus en plus populaire, à la télé comme dans les salles de cinéma. Et rien que pour ça, c'est super cool, mais c'est pas tout. On sent vraiment que la série a été écrite par des gens qui connaissaient leur sujet. S'en dégage alors une profonde honnêteté quant au questionnement de l'époque, avec entre autres une réflexion sur l'avenir de cette jeune génération, à l'aune des années fric et des politiques ultralibérales impulsées par le gouvernement Reagan. D'ailleurs, Paul Feig, le créateur de la série, en plus d'avoir passé son enfance dans le Michigan, est lui aussi un adolescent du début des années 80, cette même génération que la série met en scène. Alors si ça se trouve, c'est une énorme coïncidence, mais j'aime à penser que cela a aidé à la sincérité qu'en ressort. Temps numéro 2. Sans jamais rentrer dans des archétypes grossiers, les personnages sont à la fois drôles, touchants et débordants de sympathie. La série plonge en plein cœur des problématiques ados sans jamais tomber dans le cliché. Et même si certains protagonistes frisent tout de même la caricature, cela n'est jamais ridicule, jamais forcé et jamais désobligeant envers qui que ce soit. Temps numéro 3. Putain de merde, les acteurs qu'a révélé cette série, c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, la moitié du casting a soit fait une carrière brillante à Hollywood, soit à la télé. Et il y a même Linda Cardellini que j'aime beaucoup et que vous avez pu voir dans Bloodline. Bref, cette série est trop bien et mon seul regret c'est de ne pas avoir eu de 2e saison pour des raisons minables d'audience insuffisante. Donc voilà, si vous voulez voir James Franco qui fume des pétards tout en jouant du rock'n'roll, cette série est faite pour vous. Et en plus, il y a un super générique. Bienvenue dans le monde mystérieux des chaînes câblées. Les chaînes câblées sont, comme vous le savez certainement, des chaînes payantes. Sans déconner. C'est en effet le téléspectateur qui paye pour avoir accès au contenu de la dite chaîne. Par conséquent, leurs programmes subissent moins, voire pas du tout, le courroux des annonceurs, ce qui a permis à des séries comme The Wire d'aller jusqu'au bout de leurs prétentions, même si cette dernière ne réunissait clairement pas suffisamment de personnes autour du petit écran. Mais parfois, ça passe pas. Et ça arrive même sur HBO, hein. Vous savez, madame, je suis pas comme tout le monde, là, je suis trop provoque, oh là là, t'as vu, je suis capable de tuer la moitié de mon casting en 2 épisodes parce que c'est fun. Bah sur ce coup-là, tu t'es planté. Voilà. Carnivale nous raconte l'histoire d'une fête foraine ambulante durant le Dust Blow aux États-Unis. Le quoi? La Minute Culture. Le Dust Blow désigne la série de tempêtes de poussière qui a touché les Grandes Plaines aux États-Unis pendant les années 30. Véritable catastrophe écologique, elle a provoqué la migration de plusieurs milliers de fermiers vers la Californie. Et si vous voulez en savoir plus sur les conséquences de tout ça, allez lire Les raisins de la colère de John Steinbeck. Et ça fait 2 fois que je parle de Steinbeck dans cette émission, je suis pas peu fier. Bref, dans Carnivale, on rencontre tout un tas de personnages sympas, comme un mec qui a le pouvoir de soigner les gens en les touchant, un nain chelou, un prêtre encore plus chelou, et un Patrick Beauchot aveugle. Mais malheureusement, après une première saison trop cool et une saison 2 un peu moins cool, mais cool quand même, la série fut annulée par HBO à cause d'un budget de plus en plus élevé et des téléspectateurs de moins en moins présents. C'est con. Diffusée pour la première fois sur ABC de 90 à 91, la série raconte l'enquête de l'agent Cooper dans la petite ville de Twin Peaks, où la jeune Laura Palmer a été retrouvée morte au bord d'une rivière, délicatement enrobée d'un joli papier cadeau plastique. Alors jusqu'ici on peut se dire que c'est un polar tout ce qu'il y a de plus normal. Non. À la fois sordide et amusant, mélangeant avec finesse le polar noir avec le fantastique et le soap opéra, Twin Peaks rebute autant qu'elle étonne. Avec cette ambiance plus que particulière, la série a dès la diffusion de son premier épisode fait l'effet d'une bombe en attirant près de 35 millions de téléspectateurs, ce qui est juste énorme pour l'époque. Mais non. Après une première saison en demi-teinte, on parle bien ici du taux d'audience, pas de la qualité artistique de l'œuvre, et une saison 2 perdant au fur et à mesure ses téléspectateurs, la série fut déprogrammée à plusieurs reprises. Mais face à l'engouement des fans et à la pression des scénaristes, ABC accepta de diffuser les 6 derniers épisodes de la saison, avec bien évidemment un scénario artificiellement écourté, afin d'offrir au public une conclusion et un dénouement à l'intrigue. Malgré tout, la série est un incontournable. Un incontournable qui cependant ne plaira pas à tout le monde. Car franchement, l'univers de Lynch, même au cinéma, est vraiment particulier. Et il est tout à fait normal que les étrangetés sortant de la tête de ce mec puissent perturber. Pourtant, si vous vous intéressez un minimum aux séries télé, je pense que vous l'êtes. Sinon vous seriez pas là. Je vous conseille vivement de la regarder, car Twin Peaks a non seulement inspiré de nombreux créateurs par la suite, mais surtout a grandement participé au renouvellement sériel effectué quelques années plus tard. Et je pense sincèrement que sans Twin Peaks, les séries n'auraient pas été ce qu'elles sont aujourd'hui.
Bon, les personnes qui me suivent depuis un moment le savent déjà. Utopia est ma série préférée. Oui, ma série préférée est une série violemment annulée après 2 saisons frôlant la perfection. Oui, ma série préférée n'a pas de fin et cet avortement a provoqué chez moi de nombreuses crises d'urticaire qui reviennent d'ailleurs à chaque fois que j'y repense. Mais je n'en dirai pas plus ici. Déjà parce que j'en ai consacré un épisode que je vous invite à aller regarder, mais surtout parce que j'ai envie de préserver les personnes ne l'ayant pas encore vu de la surprise qu'est cette série. Juste, regardez-la, s'il vous plaît. En faisant quelques recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte de quelque chose. L'annulation fait intrinsèquement partie du monde sériel, dans le sens où aucune série n'est immunisée face à une possible déprogrammation. Alors bien évidemment, certaines d'entre elles sont suffisamment populaires et ne craignent fondamentalement pas grand-chose. Mais le risque zéro n'existe pas, et un accident de parcours est très vite arrivé. Ça va vous sembler très cucu, mais c'est un peu comme une relation de couple. Effectivement, c'est cucu, oui. Lorsque les téléspectateurs commencent une série, c'est toujours en prenant un risque. Le risque qu'un jour, tout ceci s'arrête aussi brutalement que ça a commencé. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette rupture peut se faire des deux côtés. Car nous aussi, nous pouvons nous lasser. Nous rendre compte que finalement tout ceci est devenu stérile. Remarquer avec la boule au ventre que ce qui nous faisait rire hier ne nous esquisse plus que de vagues rictus forcés. C'est triste, mais... la vie d'une série est semée d'embûches, qui parfois ont le dernier mot. À bientôt. Non, tu peux pas finir la saison là-dessus. C'est trop tard, mec. Elle reviendra pas. Bah toi, t'es quelqu'un de bien, tu vaux mieux que ça, tu vas y arriver. T'as raison. Tes conseils stériles et bateaux m'ont convaincu. Yeah! Certes, l'annulation est un moment difficile à passer, mais qui dit annulation ne dit pas forcément fin. D'ailleurs, à partir de quand peut-on vraiment dire qu'une série est annulée ou même terminée? Enfin, je veux dire, il y a encore quelques mois, X-Files et Twin Peaks étaient des séries finies. Donc quelque chose me fait dire que non, une annulation n'est pas quelque chose de définitif. Que ce soit en reprenant tout depuis le début avec un remake ou en changeant de chaîne ou de support pour mieux reprendre là où on en était, la vie d'une série est semée d'embûches, mais peut au moment où on l'attendra le moins, nous réserver des surprises que l'on n'espérait plus. Bah tu vois quand tu veux. Ouais, ça va mieux. En plus la vie est belle, le dernier épisode d'Hannibal est sorti. Quoi? Non.